il y a une différence de base là, qui est la loi qui nous régit. Alors, les coopératives sont régies par la loi sur les coopératives, puis des compagnies, qu'elles soient à but non lucratif ou for-profit, c'est régi par les lois des compagnies. Il y a une loi fédérale, il y a une loi québécoise. Généralement, ça va être la loi québécoise, c'est plus simple. Il y a vraiment un régime juridique différent. Il y a un rapport différent entre les membres de la compagnie et leur compagnie, puis entre les membres d'une coopérative et la coopérative. Le but non lucratif, là, les coops à toute fin pratique, c'est considéré comme des organismes à but non lucratif aux fins de subvention. Mais le choix, c'est vraiment de voir le régime juridique qui va correspondre à vos valeurs. Comme disait Jean-François, à l'origine, les faux monnayeurs, ça a été un choix idéologique d'être une coopérative et non pas une compagnie. La compagnie a le droit de faire des profits. La coopérative peut quand même dégager des surplus. Ça, comme une OBNL, ouais, d'ailleurs. Mais ça doit à ses membres et non un propriétaire unique. Et il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs types de coopératives. Nous, c'est une coopérative de producteurs. Donc, c'est des producteurs de musique, de disques qui sont mis ensemble pour fonder cette coopérative-là. Il y a des coopératives de travailleurs, des coopératives de solidarité qui sont aussi assez différents et qui ont des règlements un peu différents aussi. Bien, la coopérative, c'est qu'elle appartient à tous ses membres. Ça, c'est un truc de base. Puis c'est un membre, un vote pour les grandes décisions. Donc, c'est-à-dire que c'est la démocratie aussi qui est là, contrairement à l'entreprise où tu as un président ou le propriétaire de l'entreprise ou les copropriétaires. Mais là, il n'y a pas il n'y a pas de loi qui régit comment vous allez prendre vos décisions. Tu sais, si vous êtes trois, puis vous vous chicanez, puis tout, à un moment donné, il faut trancher. Est-ce qu'une coopérative est régie par des règlements généraux? Ben, en fait, oui. Oui. Puis la coopérative aussi, c'est pour les décisions importantes. C'est sûr qu'au jour le jour, moi, je ne suis pas passer 5 heures par jour à appeler tous mes membres pour savoir si je loue un troc. Là. Mais pour toutes les décisions importantes, c'est un membre, un vote. Donc, il y a un principe démocratique aussi qui existe. Tandis que dans la compagnie, là, c'est que tu peux choisir. Dans les règlements généraux, je veux dire, ça peut être décidé, bon, c'est évidemment à l'interne que c'est décidé, mais en effet, ça peut être aussi un moteur. Je veux dire, ça peut être la même chose, mais ça peut ne pas l'être aussi. On peut donner plus de pouvoir au président, on peut ci, on peut ça. Par contre, moi, je connais pas, toi, tu es en musique, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, dans les arts de la scène, je ne connais pas d'entreprise de création qui sont une entreprise privée. Je t'entendais dire privée, là. Le Conseil des arts finance et subventionne des OBNL. Là, c'est là qu'il y a des subtilités, parce que, par exemple, au Conseil des arts du Québec, je sais que, disons que tu es un créateur puis tu veux faire des nouvelles compositions musicales, puis, bon, ben, tu peux demander une bourse pour toi, faire tes compositions, qui, éventuellement, dans 6 mois, 1 an, tu pourras amener à ton groupe, puis ton groupe, lui, est soutenu en production ailleurs. Regarde, nous, ça s'est fait. Et donc, c'est là l'espèce ben, c'est pas une zone grise, mais ça se peut. Tu perds pas ton identité propre. Tu perds pas ton identité. Tu as le droit de créer comme créateur, tu as le droit à tes bourses de création. Mais la production, après, c'est une autre patente. Puis ça. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est qui, en musique, par exemple, c'est avec qui vous voulez travailler aussi. Puis parce que tu as le noyau qui est le départ, qui est soit ton band ou ton projet artistique, mais après, c'est de voir c'est à quoi que tu vas avoir, à quel type d'entreprise tu vas avoir besoin après pour avoir accès aux aides à la tournée, à la diffusion internationale et tout ça. C'est une société en nom collectif. C'est vraiment une chose où chacun des associés est redevable aux autres, puis où chacun des associés est responsable des dettes éventuelles de la compagnie. Okay? Ça fait que ça ne protège pas les individus. La société en nom collectif, son utilisation primaire et la plus intelligente, et puis la seule peut-être qui est recommandable, c'est pour les bureaux de docteurs puis d'avocats ou de professionnels comme ça qui se mettent, quand vous écrivez un avocat, là, vous allez voir SENC, en quelque part, Société en nom collectif, c'est époque et tout ça, c'est que chacun des avocats est une petite compagnie, au bout du compte. Puis ils se mettent tous ensemble pour faire une société en nom collectif. Ils sont pas mal à l'abri de tout, étant des avocats ou des docteurs. Mais pour des jeunes artistes, là, même des plus vieux, c'est peut-être pas la chose qui protège le plus. C'est sûr, pour répondre à l'autre question, oui, il y a une charge administrative. Il y a, comme disait très bien Mme Ménard, là,
faut travailler un petit peu plus. Cependant, il n'y a rien qui empêche une couple de jeunes compagnies de se donner des services communs, voyez-vous. Et également, les conseils d'administration, c'est à géométrie variable. Il faut que vous décidiez quel genre de personne vous voulez sur votre conseil d'administration. Il y a des fois, quand on part, oui, c'est bon d'avoir un avocat, puis c'est bon d'avoir un comptable, mais prenez pas n'importe quel avocat puis n'importe quel comptable. Car nous avons vu des avocats puis des comptables fourvoyer des jeunes compagnies puis les mettre sur un mauvais départ. Quand on fonde une compagnie, c'est pareil comme quand on fonde un groupe de musique ou un groupe d'artistes informels, c'est au début qu'il faut mettre les affaires droites et claires entre nous, parce qu'autrement, ça fait des arbres qui poussent croche. Puis souvent, comme ce n'est pas des gens issus du milieu de la culture, ils ont vraiment une autre mentalité. C'est ça. Cependant, moi, je ne voulais pas faire peur à personne non plus en disant que ça prenait une charge de travail supplémentaire. Si tu décides que, bon, tu procèdes, tu t'incorpores selon la loi, puis que tu deviens un OBNL, tu n'es pas obligé non plus, si tu veux siéger sur ton CA, pas obligé d'être toi la présidente. Si toi, tu te dis, écoute, j'ai mes classes à faire, il va falloir que j'apprenne la poutine de tout ça, tu peux très bien être administratrice sans avoir non plus à... Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pouvoir. Cependant, OK, moi, concrètement, là, moi, mon CA, on a 4 réunions par année. OK? Fait qu'une aux 3 mois, quand on ne se voit pas aux 2 semaines, là, pas du tout. Là, tu peux décider combien de personnes que tu as sur ton CA. Je pense que c'est 3 minimum. Je suis pas sûre, hein, c'est ça? Bon, OK. Moi, j'ai un gros CA. Par choix, on est 7. Ce qui répartit beaucoup aussi la tâche. C'est sûr que j'ai eu la chance de connaître, bon, des gens, justement, dans les milieux, justement, un petit peu plus professionnels, avocats, etc. Par contre, bon tuyau, il y a un site qui s'appelle Bénévoles d'affaires. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Tu vas essayer vraiment de cibler ce que tu as besoin, premièrement. Si toi, là, des règlements généraux, tu ne sais pas comment rédiger ça, tu n'appelles pas un comptable pour être sur ton CA, essaie vraiment de te trouver un avocat. Nous, on a trouvé des gens sur notre CA par cet organisme-là. Ils vont te demander de rédiger, bien, c'est ça, ce que tu as besoin, ce que tu cherches. Eux reçoivent une grosse banque de candidatures. Donc, c'est déjà des gens intéressés. Et ils n'essaient pas de convaincre les gens pour les recruter. C'est déjà des gens qui, eux, d'emblée, ont dit, ben moi, j'ai envie d'offrir du temps, parce que c'est toujours bénévole. Après ça, c'est toi qui les choisis. Tu les rencontres. Puis je pense que c'est vraiment important de leur demander pourquoi vous avez le goût de siéger sur un CA de musique. Il y en a que tu te rends compte, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il y en a que c'est parce que ça paraissait bien dans leur CV de siéger sur un CA. Bien, ça ne m'intéressait pas, finalement. Mais d'autres avec qui j'ai vraiment cliqué, puis j'ai fait, oui, vraiment, il y avait une vision similaire, puis tu sentais qu'il y avait aussi un intérêt pour m'accompagner. Moi, c'est mon bébé, tu sais. Eux, c'est sûr que ça ne va pas leur prendre autant d'heures que j'ai gardé la direction générale. Puis bientôt, je vais laisser la présidence. Depuis le début, j'étais présidente du CA, mais c'est ça, je me suis quand même entourée de gens, justement, qui avaient une expérience aussi sur le siège. Au calque, c'est ça. C'est que si quelqu'un dans le groupe fait des compositions et tout ça, tu peux le faire à titre... Mais ces compositions peuvent servir au groupe quand même. C'est la façon. Mais sinon, après ça, nos BNL, à part peut-être pour un milieu que je connais moins, mais pour un groupe, soit de musique spécialisée, soit en musique trad, musique du monde, ou même en chanson, il n'y a pas... je veux dire, le fait d'être une entreprise, soit une coopérative ou incorporée, ou même une entreprise individuelle, sans être un OBNL, vous ne bloquez pas nulle part. Même que, c'est ça, tu ne bloques pas à SODEC. Bien, à SODEC, idéalement, c'est d'être incorporé. Puis à Musique Action, même comme entreprise individuelle, tu peux déposer une demande à Musique Action. En production de disques, comme producteur de spectacle, là, c'est un peu différent.